Cet épisode 242 est mis en musique le jeudi 23 janvier 2020. On y parle de malentendants pas contents ou de panneaux solaires trop absorbants. Il sera question également d'Apple qui plie, d'une montre qui ne manque pas d'air, d'un milliardaire piraté par un prince et d'une entreprise à 1000 milliards de dollars. Si cet épisode est interrompu par de la publicité, sachez que nous n'y gagnons rien, je vais y arriver. Vous êtes simplement victime de voleurs de temps de cerveau. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est un petit pouce vers le haut, quelques étoiles ou un commentaire. Bonne écoute et bienvenue. Épisode 242 de cette... qu'on appelle communément une revue de presse en quelque sorte, ou en tout cas une sélection de news technologiques glanées ça et là par nos chroniqueurs qui sont cette semaine d'un côté Xavier, salut Xavier, et puis de l'autre Marc, bonjour Marc. Donc c'est leur sélection de news technologiques que nous allons parcourir ensemble. On peut pas parler de tout forcément, et donc forcément il y a des choses dont on ne parlera pas. Mais il y en a d'autres dont on va parler, ça c'est bien. Et ces deux lascars vont nous donner leur opinion sur ces différentes informations. J'espère que, parce qu'on ne s'est pas encore parlé cette année, les petits gars, j'espère que les fêtes de fin d'année et la rentrée 2020 s'est bien passé, hein, Xavier Tout s'est bien passé. Moi, de mon côté, c'était surtout des réunions en famille, un petit peu de repos les quelques jours que j'ai pris entre Noël et Nouvel An. Et puis voilà, on est reparti. Hein. Ouais, voilà. Ça paraît déjà loin, hein, Marc, les fêtes de fin d'année. Nous sommes on est quoi, le 23 ? Ouais. J'ai réussi à survivre jusqu'à aujourd'hui, c'est pas mal déjà. Donc voilà, c'est une année qui commence bien avec... sur les chapeaux de roue. Oui. Sur les chapeaux de roue, on peut vraiment le dire, ouais, effectivement. La semaine prochaine, on aura d'ailleurs un nouveau chroniqueur. Je l'avais déjà annoncé, je pense, la semaine passée. Mais ça arrive, là. Il sera parmi nous la semaine prochaine, je pense, en duo avec Aurélien, que nous allons retrouver également cette année. Donc voilà. Ça, c'est pour vous donner un petit peu le topo, on va dire, de ce début d'année. Pour ceux qui ne nous ont pas encore écoutés cette année ou pas écoutés du tout. Je voulais juste remercier rapidement quelques contributeurs, ceux qui nous laissent des messages, pas ceux qui nous donnent de l'argent, soyons très clairs, qui nous laissent des messages ça et là, et surtout sur YouTube. Il s'agit de Cubignol, de Triplex Bent, la réincarnation de Maurice Grévis, hein, Marc, tu l'as pu le noter, 626 également, Ali Moon, Alban Brumand, Aferneo, Philippe S78, Battant. C'est chouette parce qu'il y a des noms que vous reconnaissez évidemment parce que j'en cite régulièrement en début de numéro, puis il y a des nouveaux qui viennent se rajouter, et ça c'est plutôt sympa. Ça veut dire que voilà, la communauté grandit et c'est une bonne chose. C'est exactement ça qu'on veut, pouvoir comme ça discuter, bavarder avec vous de choses et d'autres, et d'échanger sur les sujets qu'on aborde chaque semaine. Cette semaine, je vous le dis tout de suite, alors certains vont directement aller à la fin parce qu'ils aiment bien ça, mais patientez si vous le pouvez, mais en tout cas cette fois-ci il y aura 2 oui mais non. Je tiens à le signaler au passage. Si mes petits camarades n'ont rien à rajouter, l'un ou l'autre, on va peut-être pousser sur le bouton là, celui-là. C'est bien, un abécédaire qui commence par alphabet. La lettre A comme alphabet, mais on parle bien sûr de l'entreprise qui chapeaute Google. Hein, c'est de cela dont il est question. Alphabet vaut maintenant plus de 1000 milliards de dollars. On ne se rend pas bien compte ce que ça représente en volume. En pièces rouges, par exemple, ça ferait quand même quelques camions. Me semble-t-il. Quelques camions, à mon avis, t'as de quoi remplir quelques stades de foot. Hein, oui, des aussi. camions comme ça. Ouais, ça fait beaucoup de Tesla, déjà, ouais. si tu as envie de convertir en Tesla. Ça fait quelques jets, ça fait quelques yachts, ça fait, bon, on va dire grosso modo, ça fait le PIB d'un pays de terre respectable. Oui. Voilà, ça paye un petit peu, donc oui, voilà. C'est dingue. Alphabet a rejoint le club, donc le club très fermé des entreprises qui sont valorisées plus de 1000 milliards de dollars à la bourse new-yorkaise, Wall Street. Ils rejoignent Apple, qui était le premier à avoir franchi le cap symbolique en août 2018, suivi par Microsoft en avril 2019 et Amazon en septembre 2010. Ah non, Amazon c'était avant, c'était en septembre 2018. Le géant de l'e-commerce, lui, par contre, il est un peu redescendu depuis lors, mais voilà, ça fluctue. De toute façon, voilà, au niveau où ça fluctue, on va pas se plaindre pour eux, franchement. On va pas les plaindre, quoi. Le prochain qui pourrait franchir ce cap fatidique, d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on parle toujours des GAFA, mais la liste, elle n'est pas complète parce que le F dedans, c'est Facebook, et Facebook n'est pas encore au stade des 1000 milliards. Mais voilà, d'après les analystes, ça ne saurait tarder. Alors, Alphabet
restructuration en profondeur dans les 2 dernières années. C'est maintenant la maison mère qui chapeaute Google. À la tête, on retrouve un monsieur qui s'appelle Sundar Pichai, qui on ne va pas le plaindre non plus, parce que pour diriger Alphabet, il va quand même toucher la bagatelle de 242 millions de dollars. Ah oui. Voilà, ça fait beaucoup de Tesla aussi. Et bon, l'action Google, enfin l'action Alphabet et la valorisation, le saut quantitatif pour arriver à cette valorisation, en fait, est surtout dû au fait que les analystes financiers ont accueilli plutôt chaleureusement les résultats de Google et du groupe dans le domaine du cloud computing, qui est un truc qui est très porteur pour l'instant. Et le monsieur, donc Sundar Pichai, va avoir quand même assez fort à faire, parce que derrière ça, derrière cette réussite qui a l'air quand même assez impressionnante, enfin qui est assez impressionnante, il y a quand même un moment assez délicat pour Google pour l'instant, dans le sens où l'entreprise est scrutée de toutes parts par Washington et par l'Union européenne, qui rêve soit d'un côté de lui infliger des amendes records et de la démanteler, soit de la mettre sous tutelle, parce qu'ils estiment que voilà, c'est en train de partir en live le plus complet et qu'il n'y a plus aucun contrôle. On avait déjà parlé dans d'autres numéros. Et donc, voilà, les mois qui viennent vont être assez intéressants, voir si Google, enfin Alphabet va rester... On a toujours dur à faire un peu la distinction. Hein. Oui. Voir si Alphabet va rester à la même valorisation, ou si elle va fluctuer comme Amazon le fait, ou si elle va s'inscrire dans la durée. Et voilà, affaire à suivre, comme on a l'habitude de dire. De nouveau, je reviens sur la somme qui est complètement démesurée. Ça fait quand même un petit peu réfléchir, enfin ça fait peur en même temps, de se dire qu'une entreprise, et c'est assez récent finalement, hein, ce genre de principe, ça n'a pas 20 ans quelque part, des entreprises qui ont le PIB de certains pays, qui sont des nations en elles-mêmes quelque part, hein, quand on voit le nombre de personnes employées, les revenus, etc. C'est voire quand même plus puissante que des nations. Oui, parce que là, si on parle de là en puissance, forcément, oui, là, effectivement, par rapport à certains pays, c'est énorme. Et ça fait un petit peu froid dans le dos quelque part, parce que si c'est utilisé à mauvais escient, évidemment, ce qui est toujours un risque, ce sera forcément au détriment de quelques-uns, dont nous peut-être. Voilà. Probablement. Voilà, c'était la petite réflexion intelligente, hein, de début d'épisode. Ça va, à un moment donné, ça va fléchir. Oui, mais il fallait qu'on mette la barre assez haut, parce que vu ce qui arrive après, ça va. Oui, c'est ça va se tasser. Tu vas voir qu'à un moment donné, ça va se tasser. On voit très clair dans cette histoire. Clearview, c'est comme Clearview, c'est un autre sujet, mais celui-ci est proposé par Xavier. Tu as tiqué je lis la transition. Oui, on voit très clair. On fait son petit possible, hein, mon petit Xavier. Clearview, qui analyse leurs photos sur les réseaux sociaux. Donc il y a un paquet de photos sur les réseaux sociaux, parce que c'est la photo numérique aujourd'hui, celle que l'on prend avec son smartphone, est essentiellement partagée sur les réseaux sociaux. Donc il y en a quand même un gros paquet. Et donc Clearview s'amuse à les regarder. C'est un peu ça l'idée. Voilà, en fait, donc Clearview, c'est une start-up américaine qui a fait l'objet d'une enquête du New York Times, une assez longue enquête, parce qu'en fait, elle a constitué une base de données de plus de 3 milliards de photos. Alors, ces 3 milliards de photos, elles viennent d'où? Elles viennent des réseaux sociaux les plus courants, comme Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, etc. Et ces petits gars ont créé un moteur de recherche qui permet d'identifier les personnes par reconnaissance faciale sur base des photos, mais aussi sur des vidéos. Et donc, par exemple, si on a un visage qui est enregistré par une caméra de surveillance, eh bien, on pourrait faire une recherche sur ce visage. Et ça permettrait d'identifier l'auteur d'un crime ou bien de retrouver des témoins, par exemple. C'est en tout cas ce qui a été proposé à la police, et ça a séduit 600 services de police aux États-Unis qui ont accès du coup à bien plus de photos que les bases de données locales qu'ils utilisent sur base des photos des condamnés ou des permis de conduire, etc. Et l'application permet de faire des recherches, même si la personne a sur la photo un masque, des lunettes, ou bien si on ne fournit qu'une image partielle du visage. Alors, ce qui fait l'objet de l'enquête, c'est qu'il y a quand même des dangers pour les libertés individuelles. C'est risqué d'une part parce que c'est pas précis à 100%. Donc, on sait qu'il y a environ 75% selon la start-up de correspondance, mais on ne sait pas, par exemple, les faux positifs. Donc, il y a un risque, surtout quand on a
autant de milliards de photos, et le risque d'avoir 2 personnes qui se ressemblent est quand même pas négligeable. Il y a aussi une inquiétude parce qu'il y a un côté très politique à tout ça, puisque c'est un milliardaire, Peter Thiel, qui est membre du comité d'administration de Facebook, qui est proche de Trump, qui l'a financé, et il y a aussi beaucoup d'autres républicains ultra-conservateurs. Alors, il y a un autre risque, c'est que c'est pas soumis au même type de contrôle que les forces de l'ordre. Donc, les forces de l'ordre, elles ont un devoir en termes de gestion des images, etc., d'archivage, un petit peu comme on a en Europe avec la RGPD. Mais ici, c'est nettement moins le cas que si c'était un organisme public. Et alors, quand on sait que tout ça a été fait par 2 ingénieurs avec un budget très réduit, on se dit que si tout le monde commence à faire ça, il peut y avoir des dérives assez rapidement sur ce qu'on pourrait faire avec ce genre d'outils. Alors, d'une part, c'est très pratique, mais d'un autre côté, il y a des dérives importantes. Oui. Puis ces informations, les gens qui mettent les photos en ligne le font de manière tout à fait délibérée et sans s'inquiéter de ce qu'on pourrait éventuellement en faire. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'une photo, c'est une donnée comme une autre et que voilà, on peut s'en servir peut-être à bon escient, mais aussi à mauvais escient. J'ai un exemple d'usage à bon escient. On parle beaucoup pour l'instant des 75 ans de la libération d'Auschwitz. Vous avez vu tout ça dans la presse, et à cette occasion, j'ai vu un article passer, mais j'essaie de remettre la main dessus discrètement d'une main comme ça, qui était assez intéressant, où des gens essayent d'utiliser la reconnaissance faciale pour retracer les parcours de gens qui sont morts dans les camps, etc., sur base de tout ce qui existe comme collection photographique, familiale, etc., et de faire de la reconnaissance faciale, ce qui ne donne pas beaucoup de résultats pour l'instant, mais ils ont lancé le process entre guillemets de collecter des photos, de les digitaliser et ainsi de croiser l'information. Là, c'est un usage qui peut aider des gens à faire leur deuil ou à avancer dans la vie, simplement pour retrouver des éléments familiaux grâce à l'intelligence artificielle, en fait, de la reconnaissance faciale, etc. Ça, je trouvais ça plutôt positif comme usage qu'on peut en faire. C'est un exemple, mais il y a des exemples, des contre-exemples aussi. Un autre cas qui pourrait être intéressant, c'est des enfants qui ont été enlevés, par exemple, si la reconnaissance faciale arrive à reconnaître des traits propres à la personne, même si son âge évolue, ben, ça pourrait aider à recomposer des familles aussi. Mais bon, voilà, il y a aider ou pas, parce que ça peut aussi annuler certaines pistes que l'on croit fiables, et puis voilà, c'est dire voilà, ça c'est pas par là qu'il faut aller, vous perdez pas votre temps, faites autre chose. Voilà, ça peut servir dans les deux sens, quoi. Donc c'est plutôt pas mal quand c'est bien utilisé. Une fois plus, chaque fois on va vous le dire, hein, chaque fois qu'on parle technologie d'ailleurs dans ce podcast, c'est souvent dans cet esprit-là, c'est essayer de trouver quoi en faire de positif et toujours mettre un petit peu en garde, en tout cas quand ça se prête, à ce qu'on peut en faire de négatif. Et donc voilà, restons vigilants. Je l'avais pas vu dans la conduite, tu vois. Ah si, comme encre. Ah oui, c'est ça. Ça c'est un truc. C'est HP qui désactive donc des cartouches à distance. Ça c'est un petit peu fort de café. C'est Marc qui nous en parle de cette affaire-là. Comment ça se fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, à première vue, comme ça a l'air fort de café, dans le sens où on se dit, c'est de nouveau la grosse société contre le petit utilisateur. Mais quand on gratte un petit peu, en fait, c'est pas si fort de café que ça, et la démarche derrière a une certaine logique. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un monsieur qui, un jour, s'est rendu compte que sur ce relevé de carte de crédit, il y avait une dépense qui apparaissait tous les mois. Il savait pas ce que c'était. Quand ça t'arrive, généralement, tu fais ce que toute personne censée fait, tu fais résilier la dépense, tu contestes ou je sais pas, enfin tu t'arranges pour que la ligne n'apparaisse plus. Ouais. Très bien, c'est ce que le monsieur a fait. Puis il a dû imprimer un truc. Et là, il a vu sur l'écran de son imprimante HP un petit message disant que la cartouche qui avait très bien fonctionné le matin même ne fonctionnait plus parce qu'elle n'était plus reconnue par l'imprimante. Il a gratté un petit peu et en fait, il s'est rendu compte que la ligne qui apparaissait sur son relevé de facturation, c'était en fait un abonnement qu'il payait à HP pour la fourniture de cartouches d'encre. Et c'est un système que HP avait mis en place qui permet, vu que l'imprimante maintenant est connectée à Internet, l'imprimante peut envoyer à HP des notifications lorsque les niveaux d'encre sont bas
au niveau bas que HP estime, hein, parce que normalement, niveau bas, toi, tu peux encore un peu bourrer le truc et espérer tirer quelques dizaines de feuilles. Niveau bas, pour eux, c'est quoi? C'est 40%, quoi. Je sais pas, je ne veux pas me prononcer, je ne veux pas être médisant ou quoi, mais voilà. Et à partir d'un certain niveau, HP estime que tes cartouches sont vides, et donc tu dois en avoir des nouvelles. Et donc le système permet de recevoir automatiquement des nouvelles cartouches à ton domicile, accompagnées, et c'est là que ça devient intéressant, d'une enveloppe préaffranchie où tu peux taper tes anciennes cartouches et les renvoyer chez HP, qui s'occupe de les recycler, de les broyer, de les détruire, etc., etc. Donc autrement dit, tout ça part d'une démarche relativement orientée écolo, puisque tu as effectivement une intention de recyclage. Voilà. Par contre, ce qu'il faut reconnaître, c'est que ce fameux service qui s'appelle HP Instant Ink est expliqué noir sur blanc dans les conditions générales du truc, et ils expliquent clairement qu'à partir du moment où tu ne payes plus l'abonnement, la cartouche qui est dans ton imprimante redevient la propriété d'HP, et donc HP a le droit d'en faire ce qu'il veut. Donc le principe est un peu cavalier, mais sur le fond, c'est pas si fort de café que ça, en fin de compte. Oui, enfin, on pourrait discuter du prix, parce que c'est une vidange, du coup, consignée, la cartouche d'encre, un petit peu comme la bouteille de vin, ou tu vois ce que je veux dire? Ouais, sauf en gros, ça devient un droit d'utilisation de ton imprimante, quoi, c'est tout. Oui, attention que cela n'est que dans le cadre de ce fameux système HP Instant Ink où tu dois volontairement faire la démarche. Alors ici, je crois, pour avoir gratté sur divers sites, que en fait, dans une certaine gamme d'imprimantes, le truc était offert 3 mois, et puis après, c'était payant. Ah, voilà, tu devais mettre ton numéro de carte de crédit pour activer le système. Comme beaucoup de gens, on rentre notre numéro de carte de crédit dans plein d'endroits différents, on oublie parfois où on l'a rentré, et c'est quand on le voit sur un relevé au bout de X temps qu'on se dit « c'est quoi ce beans ?» et qu'on voilà. Oui. Donc, dans le cas où tu achètes tes propres cartouches et où tu les mets toi-même avec tes petites mains, que tu vas au magasin, tu les prends et tu les remets dans ton imprimante toi-même, évidemment, là, HP n'a absolument pas le moindre droit de débloquer le truc, et là, c'est clair que ça ferait un scandale. Mais dans le cadre où tu as un abonnement et tu ne le payes plus, je trouve un peu normal quand même que la suspension du service. Maintenant, s'ils avaient voulu être un minimum correct, ils auraient pu au moins laisser les cartouches arriver à leur terme. Voilà, les 40%, les 30%, les 20%, je ne sais pas. Ça peut se discuter, mais le principe général n'est pas si négatif que ça, je trouve. Ouais. Bon, voilà, chacun jugera, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à commenter cette information concernant ces cartouches désactivées à distance, mais aussi renouvelées par la même occasion. Donc, si cette information vous a titillé et que vous y trouvez quelque chose de positif ou de négatif, n'hésitez pas à partager ça avec nous via les commentaires. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais pousser sur ce bouton-là. On en est déjà à la lettre F comme FBI, Apple qui cède finalement face au FBI et ne chiffrera donc plus les sauvegardes sur iCloud. Xavier, il faut remettre tout ça un petit peu dans le contexte. Alors le FBI, c'est pas moi, c'est Marc. Ah, c'est pas lui. Je suis désolé. Alors Xavier, ne remets pas ça dans le contexte, s'il te plaît. Laisse faire Marc. Voilà, je vais remettre ça dans le contexte, s'il y a un contexte à remettre, parce que grosso modo, là, t'as grillé ma news, c'est fini, il n'y a plus rien à dire. Ah bon, écoute, non, en gros, ce qui s'est passé. C'est pas la première fois qu'Apple et le FBI sont un peu à couteau tiré. Apple absolument a voulu préserver aussi longtemps que possible son image d'entreprise extrêmement soucieuse de la protection des données privées de ses utilisateurs. Mais ici, ce qui s'est passé, c'est que fin décembre, il y a eu une fusillade. Ça arrive souvent là-bas. Ça arrive souvent ailleurs aussi, mais ça arrive souvent là-bas, aux États-Unis. Il y a eu une fusillade en Floride et le tireur a laissé derrière lui 2 iPhones qui ont été récupérés par le FBI. Le FBI qui fait appel à, évidemment, Apple dans le cadre de déverrouillage de certains téléphones dans des affaires judiciaires bien précises. Et jusqu'à aujourd'hui, Apple a toujours refusé de coopérer avec la justice parce qu'ils estiment que voilà, et de toute façon, ça avait été confirmé par plusieurs arrêts qui avaient été rendus par les cours de justice aux États-Unis. Le déverrouillage des appareils n'était pas quelque chose qui pouvait être imposé aux constructeurs. Par contre, il y avait un vide juridique en ce qui concerne les sauvegardes iCloud. Ouais, c'est ça, ouais. Tout le monde sait que
un téléphone Apple sauvegarde en permanence le contenu critique, donc ses contacts, ses messages, etc., sur le cloud Apple, iCloud, mais par défaut, ces sauvegardes sont chiffrées de bout en bout. Or, suite aux pressions exercées par le FBI, spécifiquement dans le cadre de cette affaire, Apple a décidé de faire un pas en arrière et probablement qu'il y a eu une bonne grosse intimidation de la part d'un juge ou d'une cour fédérale, a décidé de ne plus crypter les sauvegardes iCloud, ce qui fait qu'effectivement, le FBI a la liberté d'aller perquisitionner sur les serveurs de la firme et à ce moment-là, d'avoir accès aux fameuses sauvegardes et d'aller mettre ses doigts dedans pour voir ce qui s'y trouve. Alors, encore une fois, on rappelle que les données locales, c'est-à-dire celles qui sont sur le téléphone, normalement, ne sont consultables que par le propriétaire de l'appareil. On parle ici bien des sauvegardes qui sont stockées chez Apple même. Voilà. La raison invoquée par Apple, par contre, elle tient un peu du what the fuck, parce que ils ont dit que le but de la manœuvre était de permettre aux utilisateurs et aux utilisatrices de ne pas perdre complètement l'accès à leurs données en cas d'oubli de mot de passe. Ils ont déjà des procédures qui sont en place qui permettent de réinitialiser leur mot de passe et de toute façon récupérer un accès assez rapidement à partir du moment où tu peux prouver ton identité. J'en ai déjà fait l'expérience d'ailleurs, et ça marche relativement bien, pas comme Twitter. Voilà, donc la raison invoquée, elle fait très écran de fumée. C'est un peu dommage parce qu'Apple aurait très bien pu expliquer les choses clairement en disant voilà, dans le cadre de tel contexte, nous avons été contraints de coopérer avec les autorités fédérales. Voilà, maintenant il faut savoir aussi qu'Apple, vu son importance, n'a pas d'avantage particulier à se brouiller avec le gouvernement. On sait déjà que Apple était un peu dans le viseur de l'administration Trump suite à toutes les décisions que le gouvernement avait prises en ce qui concerne le rapatriement des chaînes de fabrication aux États-Unis sous peine d'amende colossale. Donc déjà, la Tim Cook avait fait quelques trucs qui étaient assez en rupture avec ce que les prédécesseurs avaient l'habitude de faire, donc tout avait été ramené ici, sans forcément que les répercussions financières, les répercussions de prix soient trop disproportionnées, en plus, oui. Mais soient trop disproportionnées sur les utilisateurs. Pas grave, la concurrence a préféré suivre le mouvement pour s'aligner sur maintenant, voilà, tout le monde peut acheter des téléphones à 1 500 €, c'est génial. Chouette. Mais donc voilà, ils n'ont pas vraiment eu le choix, ils n'ont pas intérêt à se brouiller avec le gouvernement. Il y a eu, tu parlais du gouvernement, mais Trump lui-même a été très critique envers Apple et encore dernièrement, si je ne dis pas de bêtises, parce qu'il considère qu'un appareil Apple qui aiderait un terroriste, entre guillemets, c'est pas une société très américaine. C'est pas très patriotique, on va dire. C'est un peu ça. C'est pas très patriotique. Maintenant, il y a des constructeurs. Il y a des entreprises américaines qui fabriquent et qui commercialisent également des téléphones Android. Qu'est-ce qui empêche un terroriste d'utiliser un téléphone Android? C'est du foutage de gueule. Oui, bien sûr. Voilà. C'est clair. Mais bon, voilà. Des armes, c'est comme je ne sais plus où j'ai vu passer ça hier ou aujourd'hui, dans le cas de la procédure d'impeachment. Bon, il y a beaucoup de tweets qui sont échangés pour le moment, et j'ai vu passer un truc comme quoi quelqu'un s'étonnait que la majorité des sénateurs qui avaient voté pour la procédure d'impeachment avaient des iPhones au poignet, enfin des iWatch au poignet. Je ne vois pas le rapport, mais voilà, dans ce genre de truc, on fait feu de tout bois. Donc, oui, c'est ça. C'est pas fini d'ailleurs cette histoire, mais voilà. Comme on parle rarement politique, faut bien le reconnaître. De temps en temps, entre technologie, et surtout quand on parle des GAFA, et technologie et politique, c'est des fois très serré, donc on est obligé de l'évoquer de temps en temps. C'était le cas forcément sur cette news-ci. C'est un très très long article que tu as épinglé justement, Marc. Je tiens à le signaler parce qu'on met toutes les sources de ce dont on parle. Ce seront reprises sur notre site lestechno.be, mais également dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc n'hésitez pas à les piocher dedans pour aller plus loin. Très long article, très fouillé de chez Raymond, très documenté, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour vous faire votre propre opinion, bien sûr, et revenez nous dire ce que vous en avez pensé.
comme Microsoft. Que se passe-t-il du côté de chez Microsoft qui prépare les développeurs au double écran? Ça, il va falloir quand même... Ça, du coup, on fait des lancements alambiqués. Je ne peux pas comprendre de quoi il s'agit, d'autant qu'on l'a rajouté à la fin, cette news-là. Je ne sais pas de quoi on parle. Xavier, de quoi nous parles-tu? Il l'a fait exprès, je suis sûr. Mais en octobre dernier, Microsoft avait présenté la Surface Duo qui est sous Android et la Surface Neo qui est sous Windows 10X. Donc, qui sont ces fameuses surfaces avec un double écran, avec un petit, qui sont pliables en gros, hein, et qui se représentent un petit peu comme sous forme d'un livre, sauf que c'est deux tablettes entre guillemets reliées l'une à l'autre, pour ceux qui n'ont pas l'image. Et donc, l'entreprise a présenté différentes manières de s'accommoder aux deux zones d'affichage, séparées par la charnière, pour inciter les développeurs à commencer à proposer des applications, etc. Puisqu'évidemment, s'il n'y a pas d'application compatible pour ce genre de choses, il y aura finalement que peu d'intérêt parce que autant utiliser une tablette dans ce cas-là. Oui. Et donc concrètement, Microsoft a montré quelques usages possibles. Par exemple, la zone étendue, donc c'est l'application qui s'affiche sur les deux écrans. Donc ça, c'est le mode tablette qu'on connaît. Un mode zoom qui va en fait avoir l'application en entier sur un écran et une seule portion sur l'autre. Un bon exemple qu'il cite, c'est par exemple la boîte mail d'un côté et un mail de l'autre, donc avec l'écran de prévisualisation comme on connaît sur un Outlook ou un Gmail par exemple. Alors il y a les deux pages, donc ça c'est comme un livre simplement, donc ça peut permettre de lire un bouquin avec les images, etc. de l'autre côté. On a le mode Dual View, donc c'est les deux applications l'une à côté de l'autre et qu'on peut faire basculer d'un écran à l'autre. Et le mode compagnon qui là va être plus utile dans certains logiciels de retouche ou autres, par exemple, c'est si je prends un exemple d'une application de dessin, mais tu fais ton dessin d'un côté et tu as tous tes boutons de l'autre. Les outils, donc ça peut être pratique plutôt que de devoir ouvrir chaque fois un menu, etc. Alors Microsoft encourage les développeurs à imaginer un maximum de scénarios en termes d'utilisation, mais aussi en termes d'accessoires compatibles. Et il donne des exemples avec la fonction drag and drop entre les écrans, l'orientation des écrans. Il y a certainement des tas de jeux qui pourront être imaginés avec ces spécificités de double écran. Voilà, en gros, c'est une incitation de Microsoft à développer pour ce genre d'outils, sans quoi leur appareil n'aura pas grand-chose comme intérêt. Ça me fait un peu penser sur la démarche à ce que Zuckerberg avait fait avec ses développeurs d'applications mobiles en leur mettant dans les pattes des devices très limités technologiquement et très limités également en bande passante pour les habituer à coder léger. Ça me fait un peu penser à ça. Et par ailleurs, autant moi j'ai du mal à croire à l'histoire de l'écran pliant, dont on a déjà parlé et qu'on a déjà vu ça et là, autant là je trouve que la démarche avec deux écrans de côte à côte, comme si quand on ouvre un livre en fait, hein, c'est quand même intuitivement c'est quand même plus logique. C'est pas juste une surface étendue. Oui, c'est ça, c'est pas juste une tablette qu'on a pliée en deux, c'est vraiment deux écrans qui ont leur fonction et auxquels on attribue à chacun une fonction particulière. Là j'y crois quand même un petit peu plus. Marc, je sais pas ce que tu en penses, toi qui utilises une surface normale, un second écran pourrait moi j'y crois à fond. J'y crois à fond parce que ce genre de concept, ça va peut-être pas trop parler à nos plus jeunes auditeurs, mais ça date pas d'hier. Microsoft, ça fait à peu près 10 ans qu'ils mûrissent ce concept-là, 12 ans qu'ils mûrissent ce concept-là. À l'origine, ils l'avaient présenté en 2006, ça s'appelait le Booklet PC, et ça avait évolué jusqu'en 2008 où ils avaient annoncé un produit qui s'appelait Microsoft Courrier. Microsoft Courrier, c'était le premier prototype de tablette bi-écran. À l'époque, on ne parlait même pas d'écran capacitif, encore un écran classique avec un stylet, etc. Mais le projet, le concept et le prototype original existent depuis 2008. Il avait été annulé en 2010, probablement faute de ressources technologiques suffisamment avancées pour que l'entreprise puisse concentrer son énergie à développer le truc. Aujourd'hui, c'est clair qu'avec l'évolution des technologies, avec ce qu'on peut mettre dans une tablette, c'est un produit qui va être assez intéressant. Et ça risque, effectivement, avec Android derrière, d'être un truc qui va jeter un gros pavé dans la mare. Et
Je ne veux pas faire de pronostic, mais je suis prêt à parier qu'on va avoir plus de constructeurs s'embarquer dans ce type de form factor que dans la folie de l'écran pliant. Oui, parce que l'écran pliant, on le voit et on s'en doute, dès qu'il y a de la mécanique, ça crée à terme des soucis. Ici, il y a quand même une charnière, donc il y a de la mécanique aussi, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce sera aussi fragile, mais peut-être moins qu'un écran et moins cher aussi peut-être à produire, oui. Puisque là, c'est deux dalles identiques, mises l'une à côté de l'autre et séparées par une charnière. Donc finalement, il n'y a pas d'innovation technologique extraordinaire là derrière, c'est juste un form factor un peu réfléchi avec des développeurs, avec des développeurs qui ont été sensibilisés à cet usage nouveau. Donc voilà, ça je trouve ça plutôt. On peut mettre une gommette verte. Pour le moment, on verra ce que ça va donner. Allez, va pour la gommette verte. Allons-y, une grosse quand même. Ouais. Les gommettes, si vous ne saviez pas, c'est quand Marc et moi nous étions petits. Longtemps, au siècle passé, on nous donnait des petites gommettes, des petits autocollants verts ou rouges. Mauvais point le rouge, bon point le vert. Donc voilà, la petite gommette verte. Voilà qui est dit. Un peu d'histoire aussi, de temps en temps. La lettre M, non plus comme Microsoft, mais comme montre. Ça, c'est une des news qui est apparue aussi à l'occasion du CES au début de cette année. C'est Fitbit qui a activé un capteur supplémentaire sur ses montres, mais pas n'importe quel capteur. C'est Marc qui nous en parle. Je ne sais que j'ai peur maintenant. Non, c'est Xavier. Cette fois-ci, c'est Xavier. C'est mes yeux. C'est les Rémini, je sais pas, c'est les reliquats de la nouvelle année, là où oui, ça doit être ça. Oui, c'est presque quelque chose. Donc la montre connectée Fitbit en fait, c'est ça? Ouais. Donc petite remise en contexte, donc Fitbit qui a été racheté 2,1 milliards de dollars par Google fin 2019, ce qui va renforcer la position de Wear OS, en tout cas c'est l'objectif face à la concurrence et principalement à l'Apple Watch de Google. Et donc Fitbit a activé son capteur SPO2 qui est une fonctionnalité que l'Apple Watch n'a pas encore. Alors qu'est-ce que c'est que ce capteur qui était déjà présent sur les bracelets Versa Lite, Versa 2, Ioniq et Charge 3, mais qui était inactif même si quelques utilisateurs pouvaient déjà l'utiliser. En gros, ce sont des capteurs qui vont pouvoir révéler des troubles respiratoires du sommeil. Alors, sur les Apple Watch, on a les capteurs ECG qui vont permettre de détecter les troubles du rythme cardiaque, comme la fibrillation atriale. Ici, on va trouver les troubles du sommeil, par exemple, avec un capteur qui va estimer la variation de l'oxygène dans le sang. Donc, l'application indique que la saturation en oxygène du sang fluctue normalement, mais des grandes variations peuvent être liées à des problèmes respiratoires. Donc, c'est un capteur en plus qui va, en gros, analyser l'oxygène et les changements d'oxygène et de saturation dans le sang. Donc ce qu'on appelle les apnées du sommeil, comme on les appelle, c'est ces moments où on arrête de respirer pendant la nuit, pendant son sommeil, vont pouvoir être mieux repérés et diagnostiqués quelque part, sans nécessairement devoir passer une nuit dans un centre hospitalier pour être mis sous contrôleur, etc. On voit de plus en plus des appareils, j'en ai parlé il n'y a pas tellement longtemps avec Sébastien, des appareils qui permettent comme ça de contrôler d'une manière ou d'une autre, soit un petit capteur que l'on colle sous la lèvre ou des choses comme ça, pour pouvoir se contrôler soi-même à domicile, et souvent, alors je ne sais pas si c'est le cas ici, tu vas nous le dire, il y a un contrôle médical derrière, disons que ça a été validé, c'est pas aussi pointu que ce qu'on peut faire en milieu hospitalier, soyons clairs, mais en tout cas c'était validé par une partie du corps médical qui dit oui, là ça va dans le bon sens, on peut se baser entre guillemets sur les données, en tout cas pour pouvoir savoir s'il faut s'inquiéter ou pas. Il y a évidemment le corps médical qui a été consulté pour ce genre de choses. À dire que quand il y a une défaillance détectée, c'est effectivement le cas, ça nécessite d'aller plus loin. Obligatoirement de passer par la consultation auprès d'un spécialiste. Mais on sait déjà que, par exemple, il y a des troubles cardiaques qui ont été détectés grâce à ce genre de choses. Il y a des personnes qui ont évité un infarct et à qui la montre a sauvé la vie littéralement. Alors avec ce genre d'outil, on va peut-être pas sauver la vie de la personne, mais on peut
peut-être détecter des troubles qui sont... Il faut se méfier aussi parce que, bon, évidemment, les news qu'on a sur ce genre de... Enfin, quand on a une information sur ce genre de résultats, entre guillemets, de dire « Ah, c'est super, ça a sauvé quelqu'un », déjà, on peut les compter sur les doigts d'une main. Et je pense que ça a plus confirmé des cas d'hypocondrie que de cas de problèmes clairement cardiaques, quoi. Je veux dire, un trouble. Ben oui, parce que quand on se contrôle trop souvent, c'est comme la tension, hein, tu sais, les tensiomètres électroniques, il y a des gens qui se contrôlent tout le temps, et dès qu'ils sont un petit peu trop de tension ou trop peu de tension, on se met à paniquer. C'est paraît-il une réaction normale, mais t'imagines d'avoir une montre qui te donne cette information en permanence, au moindre soubresaut, tu te mets à paniquer, etc. Ceci dit, il vaut peut-être mieux trop paniquer que pas assez, hein, mais malgré tout, si c'est pour passer tous ces week-ends à l'hôpital... C'est une fonctionnalité plus qu'on la souhaite ou pas. Voilà, oui, c'est ça. Oui. C'est un moyen de proposer et de se démarquer de la concurrence. Marc qui a utilisé les montres connectées, qui ne l'en voulait pas, puis qui en a voulu, puis qui les veut plus, puis qui veut... Est-ce qu'il y retournerait pour avoir ce genre de fonctionnalité ? Non. J'ai pensé pendant un certain temps à reprendre, pas une montre connectée, mais simplement un bracelet. Un truc qui te donne le nombre de pas que tu fais. Un bracelet qui te donne ton prénom. Non, un truc, franchement, voilà, la petite montre qui te donne le truc vraiment élémentaire, qui n'est pas connecté, qui est connecté, mais que tu n'utilises pas pour ça. J'avais récupéré il y a quelques temps une Lenovo, tu sais, le genre de truc que tu achètes sur Gearbest à 27-30 €, qui fait juste le nécessaire, à savoir capteur cardiaque, elle te donne le nombre de pas, le nombre de calories, elle analyse ton sommeil, c'est tout, point barre. Accessoirement, elle donne l'heure aussi. Elle donne l'heure, oui, mais je veux dire, elle te bombarde pas avec des notifications, un truc comme ça. Ça reste, alors pour certains, ça reste effectivement quelque chose d'incontournable. Pour moi, ça reste encore un gadget. C'est quelque chose dont je n'ai pas l'utilité au quotidien. Déjà, peut-être parce qu'à la base, je ne suis pas hypocondriaque, donc je n'ai pas besoin de vérifier en permanence ma pression cardiaque, mon taux d'oxygénation cardiaque, ma saturation, ma fréquence, etc. J'ai un tensiomètre que je sors une fois toutes les lunes parce que je dois surveiller un peu ma tension, parce que voilà, mon grand âge fait que... Mais sinon, à part ça... Oui, c'est ça. Et c'est un peu cher... Parce qu'on pourrait le faire par curiosité, hein, tu vois, dire tiens... C'est un peu cher ici, la Lenovo elle est à 31 €, ça va encore. Oui, mais ici on a le budget de la Fitbit, celle avec le capteur, en l'occurrence, Xavier, je pense que c'était au-delà de 150 €, je crois, si je dis pas de bêtises. Je vais faire une recherche rapidement. Pour une montre qui, très honnêtement, de manière faciale, elle ne fait pas de notification non plus, ce n'est qu'une montre, c'est l'application qui est derrière qui collecte l'information et qui va la traiter, etc. Donc, voilà, ça fait cher quand même pour avoir un petit coup de curiosité. On pourrait comprendre que de tels accessoires, mais alors à ce moment-là, vraiment bladés par le corps médical, puissent être mis à disposition de gens qui sont dans des cas de figure où ils ont une santé un peu fragile et que pour faire du monitoring, hein, comme ça se fait au niveau cardiaque, pour faire du monitoring un peu plus léger qu'un système qu'on accroche à la ceinture et qui vous gonfle des trucs dans le bras, machin, etc., que là, ça soit moins invasif. Et qu'on puisse les garder plus longtemps pour avoir quelque chose de plus précis, mais il faudrait pour ça que le corps médical dise « Ok, on valide », et ça, c'est un outil dont on peut se servir pour diagnostiquer quelque chose. Mais là, pour l'acheter pour soi, juste pour la blague, pour se dire « Tiens, je me demande si je respire bien la nuit », achetez-vous un chien. Enfin, non. Quoi ? Parce que si tu respires plus, le chien, s'il t'aime bien, il va te réveiller, il va te dire « Réveille-toi ». Voilà. J'espère, en tout cas. J'ai pas de chien. Xavier, un truc à rajouter ? Pas tous en même temps. Marc, d'abord. Si c'est la démarche, n'achète pas un chat, parce que le chat, de toute façon, si tu respires pas, il s'en fout. Oui, complètement. Complètement. Bon, il va sur ton visage. Oui, et puis il va te découper au petit matin parce que tu lui donnes pas ses croquettes. Voilà. C'est le chien, un peu fidèle, tu vois, qui s'inquiète un petit peu, quoi. Mon maître, il respire plus, donc j'aurai pas mes croquettes. Et donc voilà, il va réagir différemment, je pense. En même temps, c'est pas un podcast animalier, donc voilà. Xavier, tu voulais conclure un truc là-dessus ? Oui.
Oui, donc on avait parlé budget. Par exemple, Oui, pour les Fitbit Versa Lite, on est aux alentours de 130, 150 euros voilà. pour la montre. Donc, voilà. Bon, bah, ça reste une montre. Voilà. Mais ceci dit, c'est vrai que des montres Fitbit pour les gens qui font du sport, par exemple, régulièrement, pour rester un peu dans les clous et pour peut-être aussi un peu se rassurer sur son état de santé, ça reste d'un bon usage, hein, soyons clairs. On n'a pas dit du mal du produit. Oui, et puis le budget me choque pas non plus, hein. Il y a des montres qui ne sont pas Ouais. du tout connectées ou autres, qui sont bien plus chères que ça, hein, C'est qui n'ont clair. pas- Voilà. Bon, mais chacun jugera, une fois de plus. Ça ne s'entend pas comme ça, mais je suis en train de perdre ma voix de plus en plus. Voilà, je le dis comme ça en passant. Vous ne pouvez rien y faire, évidemment, mais voilà, j'avais envie de me plaindre. Ça ne va pas. Ça va pas s'arranger. Non. P... voilà, je tout-saute en plus. P comme piratage, Marc. On parle du prince héritier saoudien qui aurait hacké le téléphone de Jeff Bezos. Ça fait un peu les gros titres pour l'instant et pas uniquement de la presse technologique. Hein, soyons très clairs, parce qu'il y a de tout là-dedans. C'est un feuilleton, c'est un truc roman. qui Quoi. pourrait servir de base au scénario d'un James Bond, tellement le truc est confus. Donc la partie technique, elle n'est pas énorme. Mais c'est vrai que le contexte autour, c'est-à-dire ça va être un peu coton à tout résumer parce que ça part vraiment dans tous les sens. Oui, parce qu'il y a un journaliste coupé en petits dés, il y a toutes sortes de trucs. Quoi. Essayons de garder quand même une certaine chronologie. Donc tout commence il y a à peu près 1 an et demi. Entre 1 an et demi et 2 ans, Jeff Bezos annonce qu'il divorce. Mmh. Ça arrive. Il a une liaison avec une dame qui n'est pas sa femme et l'information a fuité dans un journal qui ne lui appartient pas. C'est gênant. Suite à ça, on commence à se demander comment l'information a pu fuiter parce qu'il y a eu des textos, il y a eu apparemment même des photos qui ont fuité, qui auraient été normalement extraites directement du téléphone de Jeff Bezos, téléphone personnel. Rappelons que le monsieur utilise de mémoire, je crois, un iPhone X, enfin un iPhone 10. Après investigation, il s'avère que en fait, Jeff Bezos aurait été victime d'une attaque sur WhatsApp. Et effectivement, on se rappelle qu'il y a quelque temps, on avait mentionné une faille assez emmerdante dans WhatsApp qui, si vous receviez un fichier vidéo au format MP4 dont une partie de l'entête avait été modifiée, ça permettait d'ouvrir une porte béante dans votre téléphone et d'injecter un code qui permettait d'en prendre un contrôle total. En tout cas, d'aller fouiller dans ces moindres coins pour aller récupérer les choses. Alors, il s'est avéré que c'est bien le type d'attaque dont le téléphone de Bezos avait été victime et qu'elle a permis d'extraire des douzaines de gigas de ce téléphone. Alors, outre les sextos, les textos, les photos, voilà, ce qu'on peut imaginer, on est en droit de se demander ce que M. Bezos trimballe sur son téléphone. Ça tombe, il y avait des choses beaucoup plus sensibles. C'est le sien en même temps, il fait ce qu'il veut avec son téléphone. Hein. Oui, d'accord, mais bon, si on reconnecte un peu les choses, on sait également que Jeff Bezos a racheté un journal, le Washington Post pour ne pas le nommer. Le Washington Post employait un journaliste qui s'appelait Jamal Khashoggi, qui était connu par l'Arabie Saoudite pour être ce qu'on appelle communément un fouille-merde. C'était pas Ce monsieur n'était pas, mais c'est comme ça qu'il était considéré par l'Arabie Saoudite. Oui, c'est ça. Oui. Par les pouvoirs saoudiens en tout cas, dans le sens où il se montrait extrêmement virulent contre les dérives du système, contre les dérives du gouvernement, et ça ne lui a pas réussi puisque le monsieur était exilé aux USA depuis 2017, il écrivait régulièrement ses chroniques pour le Washington Post, mais en 2000... Alors là, aidez-moi parce que je ne me rappelle plus très bien la chronologie. Il n'y a pas tellement longtemps, hein, c'est 2017 ou 2018 Oui, 2017-2018. Il s'est rendu au Moyen-Orient pour un voyage qui s'annonçait tout à fait anodin. Il n'en est jamais revenu. Enfin, il en est sorti dans une valise en petits morceaux, effectivement. Oui. Là où ça commence à devenir assez croquignolé, et c'est là qu'on se rapproche un petit peu du scénario de James Bond, c'est que la personne, donc il y a eu un procès avec des coupables qui ont été condamnés à mort. Il y a 5 personnes qui ont été condamnées à mort en Arabie Saoudite. Mais
il est de notoriété publique que le commanditaire de l'assassinat et même l'exécuteur de l'assassinat serait le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman. Il n'y a jamais eu la moindre preuve, évidemment, parce qu'il a été blanchi lors du procès, mais il semblerait que alors c'est là que ça devient vraiment surréaliste, il semblerait que ce soit le prince héritier lui-même qui aurait envoyé le fameux message à Jeff Bezos. Ils se connaissaient, ils s'étaient rencontrés, ils faisaient affaire ensemble, ils avaient même commencé à discuter régulièrement ensemble sur WhatsApp, et donc c'est Mohammed Ben Salman qui aurait envoyé le fameux fichier vérolé à Jeff Bezos pour avoir accès à son téléphone, extraire des données privées de son appareil pour pouvoir faire pression contre lui, parce que en tant que patron et propriétaire du Washington Post, il avait demandé au journal de commanditer une enquête sur l'assassinat de son journaliste vedette. Et donc voilà, c'est là qu'on arrive à un imbroglio économique, politico-financier, technologique, etc. Évidemment, l'Arabie Saoudite nie toutes les accusations en bloc. Bezos, j'ai vu passer un article encore aujourd'hui, parce que comme tu dis, pour l'instant, c'est en train de ressortir pas mal un peu partout. Bezos a publié un long compte-rendu de toute une série de pressions qu'il a subies de la part de différentes personnes sur cette histoire. Et donc, on se rend compte que derrière quelque chose d'aussi banal qu'un piratage de téléphone, on en parle depuis des semaines, notamment avec le fameux phénomène du SIM jacking, on se rend compte que derrière quelque chose d'aussi banal que le piratage d'un téléphone, on peut trouver des choses qui sont franchement glauques, franchement... Oui. En même temps, c'est le téléphone, ça paraît banal, mais c'est le téléphone de quelqu'un qui est peu banal quand même. Donc ça, il faut le dire aussi. Donc, dans des circonstances qui sont... Mais c'est rocambolesque. Et tous les ingrédients que tu le disais d'un film ou d'un James Bond sont là. Je veux dire, il y a la femme, il y a le tueur, il y a l'homme fortuné. Enfin, tout est là pour faire un film qui sera peut-être diffusé sur Amazon Prime un jour, peut-être. Mais ça fait quand même un petit peu froid dans le dos, quoi. Ça fait un peu froid dans le dos, effectivement. Surtout que les ramifications derrière, pour n'importe quelle personne qui a l'imagination un peu trop fertile, elles peuvent aller très, très, très. Oui, parce que si tu te laisses entraîner par le fil, tu fais un tome 2, un tome 3, un tome 4 avec rien du tout. Hein. Ça peut aller très très vite. Donc voilà. Et c'est vrai qu'on n'avait pas évoqué nécessairement le piratage en tout cas cette fuite de photos de Jeff Bezos en son temps, parce que on traite ici plutôt de news technologiques, et que ça c'était plus people que technologique. Hein, quelque part, c'est pas la première fois qu'un people se fait pirater son compte Facebook et voit ses photos dévoilées, surtout si elles sont sur le cloud. Là, on l'a pas épinglé, et quand on voit dans quoi ça s'inscrit là aujourd'hui, si tout ça est avéré, comme je le disais, on est en plein dans un roman, quoi. Voilà. Absolument. Je sais pas si Xavier a je sais pas, une conclusion intelligente à dire, parce que moi j'en ai pas. Je peux faire intelligent. Donc voilà, affaire à suivre, si vous voulez bien, peut-être un nouveau feuilleton qui démarre chez les technos, et qu'on en reparlera ou pas, on verra bien, évidemment. On nous connaît pas bien, ce sera sur Prime. Ça a parlé pendant le jingle, ça marche jamais très très bien, ça, on l'a essayé en radio, en télé, etc., et en podcast ça marche pas mieux. Que voulais-tu dire, Xavier? Non, on ouvrait les paris, est-ce que ce sera sur Prime ou Netflix? Je pense qu'il y a des chances pour que ce soit sur Prime, mais bon, on verra. On en est à la lettre R comme robot, et c'est de nouveau Marc qui va nous parler de robots et des cellules souches de grenouilles pour fabriquer des robots quelque part vivants. On avait déjà évoqué un petit peu ça il y a déjà pas mal de temps, me semble-t-il, d'utiliser effectivement de l'animal, enfin du biologique pour fabriquer des machines. C'est pas tout à fait neuf. Alors, effectivement, on avait évoqué à l'époque une série d'expériences qui avaient eu lieu pour utiliser, alors que je me rappelle bien, c'était des composants biologiques
notamment certaines propriétés de l'ADN pour développer des nouveaux types de microprocesseurs qui avaient des capacités de stockage bien plus importantes, des capacités de traitement différentes de celles des microprocesseurs classiques, mais le but était de commencer à mixer la partie vivante et la partie technologique. Ici, c'est un peu différent dans la mesure où des scientifiques ont mis au point une créature d'un nouveau genre, ce qu'on appelle un xénobot, c'est-à-dire un robot vivant, dans le sens où le robot est constitué uniquement de matière biologique. Et donc, en fait, ces xénobots sont, on va le voir, dotés de capacités assez remarquables, mais, bien évidemment, soulèvent des questions éthiques. Ça, c'est bien normal. Et donc, ce prototype de machine vivante a été créé par des chercheurs de l'Université du Vermont et de l'Université de Tufts aux États-Unis, à partir des cellules souches d'une espèce particulière de batracien, le Xenoplis. Je ne connaissais pas du tout. Voilà, j'ai appris un truc. Ça, voilà. Et donc, en fait, pour commencer, dans tout projet de cette envergure, ils ont commencé à faire des simulations sur un superordinateur. Ils ont utilisé des algorithmes d'évolution pour générer plusieurs centaines de modèles, plusieurs centaines d'itérations de formes, de constitution et de configurations différentes, et en élaguant au fur et à mesure pour arriver à une sorte de sélection naturelle numérique, mais pour arriver au final à une configuration qui était la plus résistante possible et la plus susceptible de réussir en transposition réelle. Et donc, en fait, ils ont réussi, à partir des cellules souches, des cellules souches prélevées au niveau de la peau et du cœur des embryons de grenouilles, à réaliser des organismes artificiels de moins d'1 millimètre de long qui ont commencé à devenir autonomes. Ils ont commencé à se déplacer. Ils ont commencé à être capables de s'auto-organiser en amas de cellules, en configuration ordonnée. Et donc, on peut, dans un certain sens, on peut les commander. On peut leur faire faire des tâches simples. Et donc, on imagine directement toutes les applications qui sont possibles déjà au niveau médical, au niveau ingénierie, pour tout le panel d'utilisation que ça pourrait impliquer. Dans le domaine médical, on l'a dit, ça pourrait donner des micro-robots qui pourraient délivrer des doses extrêmement précises sans avoir aucun problème lié au rejet des implants qui normalement sont dans des matières non vivantes, parce qu'à terme, effectivement, ces micro-robots pourraient même vivre dans votre organisme et vous réparer en permanence selon le degré d'implication auquel on les soumettrait. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ces robots sont capables à terme de se régénérer seuls. Par exemple, après avoir été coupés en deux, ils sont capables de se reconstituer automatiquement et de poursuivre leurs tâches, ce qui leur permet, alors de nouveau là, à être utilisés dans des contextes où leur survie n'est pas garantie, mais où ils peuvent néanmoins réussir à amener leurs tâches à terme tout en garantissant leur intégrité par différents moyens. Et puis, autre chose, il y a comme avantage qu'ils sont d'une matière vivante, autrement dit, ils sont biodégradables, et donc, une fois leur tâche effectuée, ils pourraient ne laisser que des cellules mortes qui seraient éliminées par l'organisme. Donc voilà, les applications, je le répète, elles sont multiples, ça va du nettoyage des océans à la détection de matériaux toxiques, au transport de médicaments dans le corps humain. Voilà, on travaille même déjà apparemment sur des modèles qui sont dotés d'une poche, une sorte de poche, comme ça, on peuvent aller récupérer des petits objets et les sortir de là où on les envoie. Mais encore une fois, derrière tout ça se pose la question éthique, à savoir, pour commencer, est-ce que ces amas de cellules, est-ce que ces xénobots sont doués de conscience? Ça, c'est la première chose. Alors, à partir du moment où on utilise des cellules souches issues de peau et de cœur d'embryon, voilà, ce ne sont pas des cellules cérébrales, donc il y a peu de chances, sauf mutation spontanée, que les amas de cellules commencent à développer des axones et des connexions neuronales ou n'importe quoi qui corresponde à un bulbe neuronal. Mais ce qui tripote aussi pas mal les détracteurs du projet, c'est que derrière ça, il y a un organisme qui n'est pas forcément connu pour son respect de l'éthique, c'est le DARPA. DARPA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'agence du département
recherche et développement de la défense américaine. Et ces gens-là, généralement, quand ils développent un truc, c'est d'abord à vocation militaire. Donc on va mettre les grenouilles, on va les habiller en kaki. Disons que voilà, Terminator, ce sera un crapaud. Oui, oui, parce que quand on parle de robots, souvent, on pense... Alors oui, certains pensent à Terminator, certains pensent à Robocop, certains pensent aussi au système de livraison du futur, etc. Les robots, c'est aussi des nanorobots, des tout petites choses... voilà, et là, c'en est un exemple parmi d'autres, parce que des nanorobots, dans le médical en particulier, il y en a déjà. On se sert déjà, je pense, ou au niveau expérimental, tout du moins, de nanorobots, oui, alors différentes matières, carbone, machin, etc., pour amener là où il faut le médicament ou explorer telle ou telle zone, etc. Enfin voilà, on va pas rentrer, on fait pas du médical non plus chez les technos, mais quand même, on en parle un tout petit peu parce que là, franchement, dès le moment où on voit des trucs comme ça, on est en droit de s'interroger, de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir en faire des cachets et commencer à les bouffer par 10 pour se soigner de toutes sortes de maladies. C'est ça aussi que les gens attendent en général. Xavier, qu'est-ce qu'il en pense? Il se marre. On sera tous guéris, mais on va tous bouffer des mouches. Après, si vous avez la langue qui pend, qui s'allonge, qui se déroule, voilà, et si vous croassez avec des gros bajoux, là, faut vous inquiéter un petit peu. C'est un effet secondaire. Je rigole, mais c'est impressionnant quand même. Bah oui, parce qu'il faut voir les images aussi. Alors après, il faut regarder les images et regarder les commentaires. Enfin, ce que ça explique, parce que quand on regarde un truc tout blanc qui bouge tout seul dans un bocal, voilà, c'est un truc tout blanc. Il faut regarder ce qui est écrit aussi, et donc du coup, ça met les choses un peu en perspective. Et on se dit, mais ces mecs, comment ils ont trouvé ça, quoi. C'est ça. Donc là aussi, affaire à suivre, évidemment. Et c'est là que on entame, je veux dire, la partie la plus légère, on va dire, de cet épisode 242. Avec un premier oui mais non. Alors ce qui est drôle, c'est qu'il y a deux oui mais non, mais c'est deux fois Xavier qui donc lui il s'est accaparé les trucs, il s'est dit ça moi je veux parler de ça aussi je veux parler, etc. Et donc le premier oui mais non de Xavier parle de Pornhub qui est attaqué en justice. Tu vas nous expliquer pourquoi, et c'est très important de bien expliquer les choses. Alors, on a tous déjà regardé un film avec des sous-titres et on a tous déjà vu des sous-titres qui sont destinés aux malentendants. Par exemple, toc toc, quelqu'un frappe à la porte, ce que le malentendant n'aurait pas pu découvrir s'il n'avait pas eu les sous-titres. Eh bien, il y a un Américain qui souffre de problèmes auditifs qui a décidé d'attaquer Pornhub, qui est un site de vidéos, en justice, parce qu'il n'y avait pas de sous-titres. En tout cas sur tous les films. Alors, il dit que l'absence de sous-titres dans les clips vidéo de Pornhub va à l'encontre de la loi fédérale sur les personnes handicapées en vigueur aux États-Unis depuis 1990. Et alors, il cite en exemple de nombreux clips dont il n'aurait pas pu prendre la pleine mesure à cause de sa surdité. Alors, il cite un exemple, c'est une vidéo où il marque « Policière sexy fait parler le témoin ». Et il se dit, je ne sais pas ce que la personne a voulu dire, etc. Donc, il n'a pas pu profiter pleinement de la vidéo. Et il ajoute que les personnes sourdes et malentendantes seraient bien plus susceptibles de s'abonner à la version premium du site si les sous-titres étaient systématiquement affichés. Et donc, il demande à Pornhub de systématiquement proposer des sous-titres et il demande aussi des dommages et intérêts. On ne sait pas pour quel montant parce qu'à mon avis, il n'a pas pu profiter pleinement de toutes les vidéos qu'il a voulu consulter sur le site. Alors, Pornhub a réagi et a rappelé quand même avoir annoncé en juin 2018 une section dédiée dans laquelle il y a environ 1 millier de clips qui sont adaptés aux personnes malentendantes, avec chacun disposant d'un texte qui interprète, qui décrit, afin d'améliorer l'expérience des personnes qui ne sont pas en mesure d'entendre correctement le son d'origine. Alors voilà, c'est à découvrir pour les amateurs. Ce qui nous a fait sourire, et c'est la raison pour laquelle ça devient oui mais non, c'est le côté explicite de la vidéo la plupart du temps. Je veux dire, ces vidéos ne brillent pas par les qualités scénaristiques ou de dialogue. Il faut être
très clair là-dessus. Je pense que tout est dans l'image, me semble-t-il. Et donc, c'est un petit peu, ça prête à sourire, même à rire, quand on voit de quoi il s'agit. Ceci étant dit, c'est clair que pour les sourds et malentendants, le fait de sous-titrer du contenu audiovisuel, ça devient presque une priorité, et c'est important de ne pas exclure une partie de la population simplement parce qu'elle a un handicap. Et donc, il faut y penser. Donc, il y a un côté sérieux aussi, quelque part, derrière cette news, parce que finalement, c'est ça que le plaignant met en avant. Hein. Je pense que il n'est pas complètement crétin non plus. Je pense qu'il sait ce que c'est. Enfin voilà, mais en même temps, c'est l'occasion d'en parler, de parler de cette problématique et de remettre l'église au milieu du village et dire voilà, il y a des lois. Il faut à un moment donné les faire respecter. Bah, ici. C'est vrai que c'est un petit peu, alors c'est un peu, voilà, c'est un peu rigolo, mais ça s'arrête là. Je sais pas ce qu'en pense Marc, par contre. Il a l'air très absorbé. Tu lisais les sous-titres, je crois. Non, absolument pas. J'étais en train de regarder sur Facebook des trucs, c'est pas grave. Ah oui, voilà, il fait autre chose pendant le podcast. C'est pas de souci. Je répondais à quelqu'un, c'est tout. Non, mais simplement, la manière est un peu original, mais c'est vrai que le monsieur touche quand même à un point assez crucial. C'est vrai que de manière générale, le sous-titrage pour les malentendants, il laisse à désirer. Ben oui, voilà, c'est un problème réel. Maintenant, sans rire, sans déconner, en étant tout à fait sérieux, c'est un problème réel. Maintenant, essayer de lui donner une visibilité en s'attaquant à... J'ai eu un doute, moi. Hein. Voilà, c'est original, on va dire. C'est une manière sympathique de tirer l'attention. Maintenant, c'est clair que Pornhub, avec son talent, parce que ces gens ont un talent pour le marketing décalé, vont certainement pouvoir rebondir là-dessus et en profiter pour ajouter des cordes à leur arc qui commencent à ressembler plus à une harpe qu'à un arc en termes de fonctionnalité. Mais voilà, c'est une problématique certaine. Simplement ici, c'est assez improbable. C'est un peu improbable. C'est vrai qu'en première intention, quand on lit la news, on se dit mais qu'est-ce que ce monsieur n'a pas compris. Surtout que c'est tout à fait le genre de vidéo que 9 fois sur 10, c'est tout à fait le genre de vidéo que 99 fois sur 100 même, je pense, les gens regardent sans mettre le son. Oui, parce que ça pourrait déranger le voisin, par exemple, ou la voisine, ou les gens dans le train, ou enfin voilà. Des indications sur ce que tu fais, voilà. Oui, c'est ça. C'est quelque chose que tu regardes discrètement. Ceci dit, c'est vrai que on sous-titre bien les petites vidéos que l'on met sur Instagram, justement pour cette raison-là. Hein, c'est pour ça que les petites vidéos qui sont mises sur Instagram et sur les réseaux sociaux de manière générale, on les sous-titre pour que les gens qui n'ont pas mis le son parce qu'ils sont en public ou ils n'ont pas envie de déranger leur voisinage, puissent comprendre de quoi il s'agit. Donc si on le fait bien dans ce cas-là, on pourra bien le faire là dans d'autres cas de figure. Ici, en l'occurrence, sur un site qui a pignon sur rue, j'ai presque envie de dire. Mais on n'a pas fini. Oui, tu voulais rajouter un truc? Non. Le second, oui mais non, est un petit peu plus sérieux, je crois. Je vais vérifier. Attendez, ah oui, il est beaucoup plus sérieux. Là, on va parler de tout ce que je considère bien aux États-Unis. Une ville des USA qui a peur des panneaux solaires, Xavier, et tu vas nous expliquer pourquoi ils en ont peur. C'est ça le plus important. Voilà. Parce que, En fait, il y a une ville américaine, je te remercie d'ailleurs pour cette news, parce que je crois que c'est toi qui l'as épinglé. Oui. Donc c'est une ville américaine qui rejette une ferme solaire après que ses habitants aient déclaré qu'elle aspirait toute la lumière du soleil. Oui. Que les panneaux solaires seraient très mauvais pour l'environnement direct. Donc, les conseillers ont soutenu un moratoire complet sur les nouvelles fermes solaires après que les habitants aient clairement exprimé leur opposition. Il y a par exemple une enseignante en sciences qui est retraitée qui craignait que les panneaux empêchent la photosynthèse et la cuisine. D'après elle, il y a des zones près des panneaux solaires où les plantes étaient brunes et mortes par manque de lumière du soleil. Et elle a même poursuivi en mettant en doute le nombre plus élevé de décès par cancer dans la région. Et elle a déclaré qu'on ne pouvait pas prouver que les panneaux solaires n'étaient pas la cause du cancer. Eh bien, il faut tenir en compte les panneaux solaires comme cause possible et
c'était un des motifs. Mais donc ici, ce qui fait très rire, c'est plus le côté, voilà, si on met des panneaux solaires, les autres auront moins de soleil. Oui, ça absorbe tout le soleil qui va autour, tout autour, après, il n'y a plus rien qui pousse. Ça a tout absorbé, tout le soleil, tout le bon soleil qui va bien a été absorbé par les panneaux solaires. On comprend du coup dès lors pourquoi un mec comme Trump se fait élire. Hein. Enfin, je veux dire, là, il n'y a plus de limite. Je veux dire, quand on est bête comme ça, c'est à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Ça va de pair, Marc, tu me diras peut-être le contraire, mais ça va de pair avec ces gens qui pensaient que les lignes haute tension faisaient tourner le lait des vaches, par exemple, des choses comme ça. Maintenant, si tu me dis que c'est vrai, je vais être mal. Mais tu vois, penser que les panneaux solaires sont dangereux parce qu'ils vont pomper toute la lumière du soleil, faut quand même avoir bien fumé la moquette, quoi. Écoute, je ne vais pas me prononcer, chacun est libre de croire ce qu'il soit. Après tout, les gens qui croient ça, ils croient probablement que la Terre est plate. Hein. Peut-être. Moi, ça me fait penser à une vidéo où j'ai pleuré de rire aussi, où on interrogeait une verviétoise sur les grèves, enfin pas les grèves, sur une action qui est d'éteindre la lumière pendant 1 heure dans toutes les maisons pour économiser l'énergie, etc. On lui demande son avis sur la question et elle dit oui, mais bon, les politiques, ils devraient déjà songer à pas envoyer tant de trucs dans le ciel, etc. Et d'ailleurs, les trous dans la couche d'ozone, c'est à cause d'eux, ils n'ont qu'à faire passer les fusées toujours dans le même trou. Ouais. Ça, c'est plutôt poétique. C'est un petit côté mignon, c'est enfantin, on va dire. Voilà. Mais bon, enfin, ceci dit, c'est du même acabit. C'est du même acabit, mais dans un certain sens, bon, je ne veux pas paraître pédant ou truquidant, mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément une formation scientifique de base. Elle est prof. La madame est prof de sciences. J'ai rien dit. Voilà, donc elle est créationniste. Elle croit que Jésus se promenait à dos de Vélociraptor. Mais je sais pas. Mais voilà, donc tu vois, ce que je veux dire, c'est quand on arrive à ce stade-là, on comprend pourquoi on a des présidents comme on en a pour l'instant. Enfin voilà, c'est à rejeter la ferme solaire. Donc oui. c'est pas seulement non seulement il y a quelqu'un qui a défendu une cause indéfendable. Plus de ça, la ville a rejeté sur base de ça, quoi. Donc oui, il y a des gens qui ont trouvé que c'était suffisamment convaincant que pour dire ah non, on va pas le faire parce que c'est dangereux. Hein, elle a raison, la dame. Je pense que même lui confier des enfants, même pour les regarder manger, ce serait déjà trop à mon sens. Hein. Voilà. C'était donc le deuxième oui mais non, qui m'énerve un petit peu plus que le précédent. Vous avez noté, mais voilà, c'est quand même assez ahurissant dans un pays dit évolué d'entendre des choses pareilles. Ça me met un petit peu hors de moi. Mais enfin bref, voilà qui conclut l'épisode 242 des Technos cette semaine avec Xavier et Marc. Si vous avez des commentaires, comme je l'ai déjà dit, n'hésitez pas à les faire. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, également sur YouTube, des étoiles sur les plateformes de podcast habituelles, à partager tout ça, hein, de le dire à vos amis que vous écoutez un chouette podcast tous les vendredis, samedis ou dimanches, je sais pas quand est-ce que vous nous écoutez. Donc faites ça, hein, comme ça on est plus nombreux, on a une communauté plus grande, et comme ça on peut échanger avec plus de monde, et ça on aime bien. Et on va faire à chaque fois des numéros, à chaque fois plus beaux, avec de plus en plus de oui mais non. Ce qui n'est pas le but, hein. Soyons très très clairs. Merci beaucoup Xavier, merci Marc. Il est absorbé par Facebook, les ravages des réseaux sociaux, mesdames, messieurs. On en a déjà parlé, mais alors à ce moment-là, que ce soit nos chroniqueurs qui craquent, alors là, ça je ne comprends pas. Voilà. C'est expérimental, tu vas me dire. Non, absolument pas. Je réponds à un mail pour un client, c'est tout. Allez, merci à tous, à très bientôt, passez une bonne semaine. Ciao, ciao.